Bien, bonjour à tous. Merci à tous les gens qui se sont inscrits nombreux à ce webinaire où on va parler du SEO pour les marketplaces. Donc, c'est notre premier webinaire de l'année 2022 après quelques semaines d'interruption. Je pense que dans quelques semaines, nous commencerons à envisager de faire aussi des événements en présentiel. C'est quelque chose dont je vous reparlerai dans quelques minutes. Donc, je vais déjà vous présenter un petit peu le programme d'aujourd'hui. Alors, partage l'écran. Voilà. Alors, on va commencer déjà par une petite introduction et puis quelques instructions pour le fonctionnement de ce webinaire. On commencera vers 11h10 à parler spécifiquement du sujet d'aujourd'hui, le SEO pour les marketplaces. Et puis, on se réservera, après une bonne demi-heure de présentation, un peu de temps pour une session de questions-réponses. Alors, par rapport aux questions-réponses, je vous demande d'utiliser de préférence, pour ceux qui sont sur Zoom, non pas le chat qui est également présent dans l'interface de Zoom, mais vraiment la fonctionnalité de questions-réponses parce que ça nous permet de plus facilement isoler les questions que vous posez parmi tous les échanges entre participants. Donc, alors pour ceux qui sont sur LinkedIn, c'est un petit peu différent. Donc là, j'ai quelqu'un qui essaiera de me faire passer les informations sur les questions sur LinkedIn. Mais on va commencer par une petite présentation de notre agence, de l'agence Nepper. Et pour ça, je vous propose de regarder une petite vidéo. Nepper est une agence spécialisée en SEO et en search marketing. Vous souhaitez développer votre trafic en provenance des moteurs de recherche, accroître vos leads et vos ventes grâce au référencement naturel ou payant? L'agence Nepper vous aide à être plus visible dans les pages de résultats des moteurs. Quel que soit votre besoin en search marketing, Nepper vous propose des solutions adaptées: audit, formation, création de contenu, accompagnement par nos consultants, en régie ou à distance. Travailler avec Nepper, c'est avoir l'assurance d'un accompagnement de haut niveau réalisé par des consultants seniors. Notre valeur ajoutée va au-delà de la simple expertise SEO. Notre savoir-faire, c'est aussi de vous aider à accompagner vos équipes marketing et techniques dans la mise en œuvre de nos recommandations. Nous disposons d'une forte expertise sur la plupart des CMS et plateformes e-commerce du marché, qui nous sert à vous apporter des solutions simples, même pour des environnements complexes. Nepper vous propose une approche pragmatique, rigoureuse et scientifique du SEO. Nous aimons estimer l'impact de ce que nous faisons, mesurer nos résultats. Nous réalisons dashboards et scorecards pour vous aider à suivre et piloter vos progrès en search marketing. Notre agence dispose d'une équipe de recherche, les Nepper Labs. Nos travaux de recherche portent sur les applications, au site web et au SEO des derniers modèles de langage, BERT, MUM ou GPT-3. L'ambition de Nepper, c'est d'inventer les méthodologies et les outils pour le SEO du futur. Nous avons déjà commencé en implémentant chez certains de nos clients le cloud SEO, le speed testing SEO et des applications à base de machine learning ou d'outils de traitement automatisé du langage naturel. Nepper est l'agence que choisissent les experts in-house pour les accompagner. Pourquoi ? Parce qu'ils reconnaissent notre valeur ajoutée qui réside tout autant dans le niveau de notre expertise que dans notre capacité à apporter des solutions à tous les obstacles qu'ils rencontrent pour déployer leur stratégie. Vous avez besoin d'une agence SEO efficace, efficiente, rigoureuse et qui obtient des résultats ? Contactez-nous. Bien, alors pour information, je passe un petit message aux gens qui sont connectés. Nepper recrute, nous recrutons pour nos deux agences, celle de Levallois-Perret, pour les gens qui veulent travailler sur Paris-Île-de-France, et pour notre agence de La Rochelle. On recrute en ce moment des profils de consultants pour les deux agences et également des profils plus développeurs pour notre établissement de La Rochelle, où est basée notre recherche et développement. Alors, juste pour information, pour ceux qui veulent suivre mes prochaines conférences, là, on arrive dans une période dans laquelle je vais être pas mal sur les routes pour parler de différents sujets.
Donc demain, je serai à Nancy pour le SEO Camp des Lorraine pour parler donc de sujets au propos des CMS no-code. On aura l'occasion de voir si ces CMS qui maintenant sont devenus très à la mode sont vraiment compatibles avec tout ce qui est bonne pratique SEO. On verra que ça a beaucoup évolué, mais qu'il y a encore pas mal de problèmes qui sont inhérents à ces CMS, qui dans certains cas doivent être gardés en tête avant de se lancer dans des projets à base de CMS no-code. Et puis, il faut savoir surtout choisir les bons. Le 23 mars, j'aurai l'occasion d'intervenir au salon IDEM à Euratechnologie. Donc là, c'est à Lille, pour parler du sujet sur lequel nous effectuons à l'heure actuelle des travaux de recherche, c'est-à-dire les modèles de langage préentraînés, à savoir BERT, MUM, RandBrain, et leur application dans l'algorithme de Google. Alors nous, on travaille plutôt sur des applications en général pour les sites web, mais évidemment, c'est intéressant de faire un point en 2022 pour savoir comment ces nouveaux outils sont utilisés dans l'algorithme de Google. Et c'est vrai que dès qu'on s'intéresse à ça explique bien des choses dans l'évolution des dernières mises à jour de l'algorithme. Et le 15 avril, c'est le SEO Camp de La Rochelle qui a lieu à l'Aquarium de La Rochelle. Et là, on parlera justement encore d'intelligence artificielle et de SEO. Et on se posera la question de savoir si l'IA aura changé le SEO dans 3 ans. Donc, Naper est sponsor de cet événement et on aura l'occasion, pour ceux qui feront le déplacement à La Rochelle, de vous retrouver sur un stand situé dans l'aquarium de La Rochelle. Alors, juste pour préciser, le groupe Naper, c'est différentes entités, différentes sociétés. Donc, il y a l'agence de conseil en digital marketing spécialisée en search marketing, Naper Consulting. On a également une entité qui est spécialisée dans le développement de solutions pour nos clients. Il y a également le centre de formation Knowwhy, qui est maintenant certifié Calliope. Donc, ça veut dire que on fait partie de cette minorité de centres de formation qui, en 2022, aujourd'hui, peuvent continuer à bénéficier des financements fournis par les OPCO. On organise également chez Knowwhy des événements, et notamment le fameux Searchwhy, qui, pour ceux qui n'auraient pas vu la nouvelle, revient en 2022. Le 1er juillet sous la forme d'un événement présentiel qui sera à Paris, dans le centre Verso Victoire, et qui est situé en plein centre de Paris. Donc là, si vous êtes passionné de search marketing et digital marketing, c'est vraiment un événement à marquer de votre agenda, puisque là, on a eu véritablement des retours excellents de la part de la communauté. Et en fait, on est en train de faire le tri avec les éditoriales en ce moment de toutes les propositions de conférences, et on va avoir du lourd. Donc l'événement, c'est 30 conférences, avec une particularité, c'est qu'on invite énormément de conférenciers étrangers, qui sont des gens qu'on voit d'habitude, Wesley Clinic ou Brighton SEO, ou Wesley Advanced à Seattle aux États-Unis. Donc, c'est vraiment les meilleurs conférenciers anglophones et francophones, avec une particularité, c'est que on sélectionne parmi ces conférenciers des gens qui sont des très très bons vulgarisateurs, qui sont des très bons showman, de manière à ce que assister à des conférences pointues sur le search marketing ou digital marketing, ça soit une expérience sympa et pas uniquement quelque chose qui relève de la prise de tête. Donc là, ça fait partie des critères de sélection, trouver les meilleurs conférenciers, aussi bien sur l'aspect forme que sur l'aspect du fond. Et là, le comité éditorial, cette année, s'est fixé un challenge, c'est quand même de faire un programme dans lequel on va parler des dernières évolutions du SEO, donc avec des sujets comme le SEO forecasting, l'Edge Cloud SEO, le speed testing SEO,
des sujets montants comme tout ce qui est retail media, l'IA et le SEO, évidemment. Ça fait partie des sujets qui aujourd'hui deviennent prégnants, on l'a vu avec nos projets de conférences. Tout ce qui est automation et SEO, et puis des sujets qui concernent donc d'autres aspects du digital marketing, le content marketing bien sûr, et puis des sujets digital connect comme le web analytics, le domaine, etc. Le programme est assez alléchant. Alors, ce programme est préparé par un comité éditorial dans lequel on a des gens divers, des gens comme Vincent Terrazi, qui travaille aujourd'hui chez OnCrawl, qui est donc, un très bon connaisseur des problèmes de data et de l'utilisation d'intelligence artificielle dans l'analyse des sujets liés au SEO. Emile Noukil, qui est un conférencier et consultant qui est très spécialisé dans l'accompagnement de sites à l'international. Dixon Jones, que tout le monde connaît, donc, en tout cas pour ceux qui ne l'auraient pas repéré, c'est le fondateur de l'outil Majestic SEO, qui aujourd'hui travaille sur un nouvel outil. Zora Belmadi, qui est donc, la responsable France de Sales Broker. Véronique Biong, qui est une ancienne présidente de l'association SEO Camp, d'ailleurs comme Zora Belmadi, et qui est par ailleurs spécialisée dans l'accompagnement des entreprises qui veulent développer leur visibilité sur les pays d'Asie et en Chine en particulier. Joe Turnbull, qui est donc quelqu'un qui anime donc la communauté SEO anglophone et anglaise en particulier, qui organise là-bas pas mal d'événements. Aleda Solis, que j'espère que tout le monde connaît, qui est donc une conférencière et une consultante extrêmement active, qui est à l'origine donc de la newsletter SEO FOMO, et Anders Hjort, qui est également un intervenant qu'on retrouve fréquemment dans les conférences en France et à l'étranger, et qui est capable de faire d'excellentes conférences sur des sujets plus larges du digital marketing. On aura la chance que la plupart de ces membres du comité éditorial vont non seulement nous aider à sélectionner les meilleurs conférenciers, mais aussi, pour certains, vont faire des conférences eux-mêmes. Donc, vous allez avoir le plaisir de retrouver, par exemple, des conférences d'Aleda Solis, d'Hélène Noukil, de Vincent Terrazi et d'autres à l'occasion de Searchwide. Donc, n'hésitez pas à regarder du côté de la billetterie. On est en ce moment en période Early Bird. Ça veut dire que vous allez, donc si vous prenez les billets avant début avril, bénéficier d'un tarif eh bien, beaucoup plus doux que ce que vous aurez lorsqu'on passera en tarif normal. Et vous verrez, les billets sont à un tarif accessible, malgré la qualité du plateau. Bien, donc je passe rapidement sur donc, les différents agences, j'en ai parlé. Pour vous rappeler que Nepper a une newsletter hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous inscrire. Alors si vous vous intéressez au sujet de SEO en particulier, n'hésitez pas à vous inscrire sur le formulaire qui est sur la page d'accueil du site Nepper. Dans cette newsletter, vous allez retrouver les articles de fond de notre blog qui s'appelle Blogarisme Nipperien, et également les commentaires sur les événements marquants de la semaine. Alors pour information, ce qu'on essaie de faire, c'est pas une simple curation, hein, mais c'est vraiment des contenus avec des conseils, des tips et également donc des développements sur le fond. Voilà, c'est pas une simple curation. Et vous aurez l'occasion également d'être alerté grâce à cette newsletter hebdomadaire sur le lancement de nos prochains événements, de nos prochaines formations et l'appui du groupe s'il y en a. Alors, on a également une chaîne YouTube. Donc, pour information, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et le replay sera disponible dans quelques heures sur la chaîne YouTube de Nepper. Donc, vous avez ici l'adresse. Alors, il n'y a pas que les replays, on a également l'occasion de poster également du traitement de l'actu du search marketing en SEO, et on a même donc des tutoriaux. Il y en a un certain nombre de nouveaux qui sont prévus
pour montage et diffusion dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé à ce sujet, à vous abonner à notre chaîne. Mais voilà, mais il est temps maintenant qu'on parle un petit peu quand même du sujet du jour, c'est-à-dire les spécificités du SEO pour les marketplaces. Alors là-dessus, je commence par un petit avertissement, puisque j'ai vu que certains avaient lu un petit peu en diagonale le pitch de la conférence d'aujourd'hui. On ne va pas parler aujourd'hui du référencement sur les marketplaces, genre Amazon, mais vraiment du SEO pour des sites qui sont des marketplaces. D'accord? Alors, le référencement sur les plateformes de type Amazon, Discount, etc., c'est un autre sujet qui mérite clairement un autre webinaire. Je songe très sérieusement à en faire un d'ici la fin de l'année. Mais aujourd'hui, on va parler essentiellement du SEO pour des sites qui sont des marketplaces, parce qu'il y a des spécificités liées à ces types de sites qui ne sont pas forcément très bien connus, très bien maîtrisés, en tout cas sur les aspects SEO. Alors après, il existe des tas de sortes de marketplaces, là, on va parler essentiellement des places de marché qui vendent des produits. Alors, de quoi va-t-on parler? On va déjà rappeler qu'est-ce que c'est qu'une marketplace, à quoi ça ressemble, c'est quoi les avantages et quelles sont les différentes catégories de marketplace. On aura l'occasion de revoir certaines définitions. Ensuite, on va voir déjà une question, c'est est-ce que véritablement il y a une supériorité des marketplaces par rapport à des sites marchands normaux? Donc voilà, on verra qu'effectivement, il y a bien un avantage caché en matière de SEO pour les marketplaces. En tout cas, quand la marketplace est optimisée. On verra ensuite les problématiques spécifiques liées à l'arborescence des marketplaces et notamment les différentes solutions pour gérer les offres. Et là, on va voir que c'est quand même un sujet qui est assez complexe et qu'il faut bien rentrer dans le détail pour réussir à optimiser son arborescence. On parlera d'un autre problème lié au catalogue, qui est le problème du vide-rayonnage. Les entrées et sorties marchands, un catalogue de marketplace, ça bouge beaucoup plus qu'un catalogue de sites marchands classiques, et ça a des conséquences pour le SEO qu'il faut traiter. On parlera ensuite des problèmes liés aux attributs, aux filtres, qui là sont des sujets très très importants qu'il faudra traiter également. Et on finira par parler de quelques éléments spécifiques comme les pages marchands qui n'existent évidemment pas sur des sites e-commerce classiques. Alors, commençons par déjà rappeler quelques définitions et parler de quelques concepts autour des marketplaces. Donc là, on a déjà un modèle économique qui est différent. Donc sur un site marchand classique, le visiteur est le client final. Alors que sur une marketplace, eh bien, le marchand est aussi un client. C'est-à-dire que les modèles B2C ou B2B deviennent B2B2C et B2B donc business également. C'est une particularité qui oblige, par exemple, les marketplaces à créer des zones qui sont consacrées aux interactions avec leurs marchands. Ça, c'est un élément de différence. La manière également de gagner de l'argent est différente. Sur le marketplace, en général, le système, c'est de prélever des commissions sur les ventes des autres marchands. Ces commissions, évidemment, dépendent essentiellement des volumes de transactions, alors que sur un site marchand classique, eh bien, on peut gagner plus d'argent, soit en vendant plus, soit en disposant de marges plus élevées. Donc là, cette notion de marge, évidemment, n'est pas maîtrisable dans une zone marchande qui serait une marketplace. Ensuite, on a affaire à des marchés bifaces. Alors, la particularité des marchés bifaces, c'est que dès qu'il y a une situation de monopole, eh bien, on a une situation de type dominant flexible, c'est-à-dire que une fois qu'une place de marché
pensez à Amazon, rassemble l'essentiel de l'offre, eh bien, elle attire également l'essentiel des clients. Donc, si une place de marché dispose également de l'essentiel du trafic, eh bien, elle va également aspirer la plupart des marchands et la plupart des clients. Donc, ça, c'est la particularité des marchés BIFA, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à développer à la fois l'offre et la demande et arrive à les faire rencontrer, eh bien, on peut arriver à des solutions de quasi-monopole pour les marketplaces. Alors, suivant les secteurs où on a cette situation de quasi-monopolistique, sur d'autres secteurs, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est une particularité des marchés BIFA. Donc, l'inconvénient, c'est que ce n'est pas facile de faire décoller une marketplace. Si on n'a pas de trafic, on n'a pas de clients et on n'intéresse pas les marchands. Si on n'a pas de marchands, on n'a pas de clients parce qu'on n'a pas d'offres et on n'aura pas de trafic non plus. Donc, ça veut dire que pour arriver à faire décoller, développer une marketplace, il y a plein de conditions à remplir. Alors, dans les marketplaces, on en a deux sortes. Il y a les marketplaces qui vendent des produits, les marketplaces qui vendent des services. Donc là, dans les marketplaces de produits, on peut citer Leroy Merlin, Manamano, Amazon, Cdiscount, il y en a des dizaines et des dizaines. Mais on a aussi des marketplaces de services, parmi lesquels on peut citer Travolib, Malte, Uber, Airbnb, je vais quelques exemples, juste pour comprendre la différence. Donc là, la problématique de parler de SEO pour les marketplaces qui vendent des services, c'est que on a des situations qui sont très très différentes d'un marché, d'un univers à l'autre, d'un univers de service à l'autre. Donc, c'est plus difficile de tirer des enseignements qui peuvent fonctionner pour l'ensemble de ces sites. Par contre, c'est beaucoup plus vrai pour les sites qui vendent des produits sur lesquels il y a des constantes qui reviennent. Et donc, aujourd'hui, on va surtout parler du SEO pour les places de marché qui vendent des produits. Alors, dans les concepts, il y a tout ce qui est lié déjà à la logistique. Donc, on a déjà le concept de livraison directe par votre logistique, le self-fulfillment. Donc là, ça veut dire en fait qu'on a une marketplace qui livre directement des produits qui sont en réalité vendus par d'autres marchands. Donc, ça nécessite d'avoir une logistique puissante et déjà en place. Et par contre, c'est une situation qui permet vraiment de contrôler l'expérience d'achat du consommateur. Par contre, c'est extrêmement exigeant. Donc, ça, c'est le self-fulfillment. On a ensuite quelque chose qu'on retrouve sur pas mal de marketplaces, puisque c'est la solution qui est la plus flexible, la plus intéressante, c'est le third-party shipping. Donc là, la livraison est assurée par le marchand sous votre supervision. Donc là, on peut arriver à vendre des produits d'univers très différents sans avoir la possibilité forcément de les livrer vous-même. Donc, alors, il y a aussi en matière de third-party shipping la possibilité de passer par des services de logistique de type logistique tiers. Donc là, c'est ce qu'on appelle le 3PL, le third-party logistique. Alors par contre, ça c'est une solution qui est très très intéressante, très flexible, mais c'est souvent coûteux pour des petits volumes de vente. Là, quand c'est le marchand qui livre, il faut faire extrêmement attention évidemment à la façon dont ça se passe. Il faut sélectionner les marchands, sélectionner les gens qui s'occupent de la livraison de la logistique par des suivis, des contrôles réguliers pour être certain que vous n'allez pas avoir des mauvaises reviews, des mauvaises avis de la part de vos consommateurs, tout simplement parce que il y a eu des problèmes avec les marchands qui sont hébergés sur votre marketplace. Et le dernier concept en matière de logistique, c'est le dropshipping. Donc là, on est dans une situation dans laquelle il n'y a plus du tout de suivi véritablement de l'aspect logistique. C'est un système dans lequel, en réalité, vous êtes totalement dépendant du marchand qui est référencé dans votre marketplace au niveau de la fourniture du produit et de la fourniture du service de livraison. Et donc, c'est un modèle qui est un petit peu problématique en matière de qualité d'expérience client,
puisqu'on n'a pas de vision sur les stocks en général, et que si vous êtes un dropshipper, vous risquez d'avoir malgré tout beaucoup d'avis négatifs à cause des problèmes de livraison ou des problèmes de rupture de stock que vous n'aurez pas su anticiper. Et bien sûr, c'est un modèle qui est également pas forcément toujours bien utilisé par ce qu'on appelle les dropshippers, qui sont parfois pas toujours des marchands extrêmement honnêtes, extrêmement respectueux des règles de concurrence. Alors, pour finir sur ce petit rappel de concepts et de définitions, on va parler de quelques définitions qu'on retrouve sur les marketplaces. Par exemple, les marketplaces de services commoditisés. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Eh bien, si un prix est affiché, on a affaire à une marketplace commoditisée. C'est le cas d'Uber, par exemple. Ça veut dire qu'on a donc une offre de service qui est quelque part standardisée, donc de manière à pouvoir être proposée en communiquant un prix. Si on doit attendre un devis, alors c'est une marketplace de service qui n'est pas communautarisée. L'exemple, par exemple, c'est Malte. Vous avez besoin d'attendre le devis de la part du prestataire pour savoir à quel prix il va pouvoir faire sa prestation. Ensuite, on a des marketplaces qu'on appelle switch et des marketplaces no switch. Dans une marketplace switch, le vendeur peut devenir acheteur et réciproquement. Donc, si je prends l'exemple de Vinted ou de Rakuten, eh bien, on a effectivement des gens qui peuvent être présents sur la plateforme, soit parce qu'ils vendent des produits, soit parce qu'ils en achètent. Donc, c'est une particularité. Ensuite, on a des marketplaces de services qu'on appelle blindside et qu'on oppose aux marketplaces openside. Quand la marketplace est openside, ça veut dire qu'on a un marchand qui peut proposer des services qui sont relativement flexibles, avec différentes options. Et donc, ça veut dire que c'est un peu difficile justement de commoditiser une marketplace openside. Par contre, si elle est blindside, ça veut dire que dans ces cas-là, les services sont uniformisés. On peut du coup avoir une marketplace de services qui va devenir commoditisée comme Uber. Et enfin, on parle également de plateformes managées ou non. Dans les plateformes non managées, c'est des cas dans lesquels la marketplace ne fait que de la mise en relation et ne gère pas la transaction. Donc ça existe, notamment sur les marketplaces de services. Par contre, en général, les marketplaces de vente de produits sont toujours des marketplaces qu'on dit managées, sauf des cas extrêmes de dropshippers. Alors, après avoir fait le tour de ces définitions, est-ce qu'on peut dire que les marketplaces représentent intrinsèquement un avantage en SEO? Eh bien, oui. Alors déjà, on peut faire le constat que quand on regarde qui sont les sites marchands les plus utilisés en France, les plus populaires en termes de trafic, eh bien, parmi, par exemple, le top 10 des sites e-commerce en France, les plus visités, les plus utilisés sont majoritairement des places de marché, des marketplaces. Donc déjà, apparemment, il se passe quelque chose. Alors, si je prends, après l'analyse du trafic qui va vers ce marketplace, on s'aperçoit que, là, c'est saisissant dans l'information, on a toujours une prégnance, une grosse importance du canal SEO et du canal search marketing en général. Donc là, il n'y a pas de secret. On n'a pas de spécificité liée à la notoriété de ces sites marchands-là. Ils font également une grande partie de leur trafic grâce au canal search marketing. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une telle domination? Eh bien, on a plusieurs effets combinés. Il y a déjà l'effet du marché de biface dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui monopolise l'offre attire la demande, et qui monopolise la demande attire l'offre. Donc là, à partir du moment où la marketplace a atteint un certain niveau de part de marché, eh bien derrière, il y a un phénomène d'attraction qui se produit et qui fait que petit à petit, la marketplace prend de plus en plus de place sur le marché. Alors ça, c'est un avantage en termes de taille, mais ce n'est pas un avantage spécifiquement SEO pour information.
Ensuite, il y a la taille du catalogue. Alors là, cette fois-ci, ça devient un avantage pour le SEO, puisque plus votre site contient de pages, plus il s'avère qu'il va pouvoir avoir un PageRank important. Alors ça, ce n'est pas forcément intuitif, mais ça se démontre. Par exemple, un site qui a plus d'1 million de pages va avoir l'équivalent des notes qu'on avait sur la toolbar autrefois. Donc, une note d'environ 5, par exemple, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien parce que ça représente bien plus que ce qu'on peut obtenir avec un petit site marchand avec des backlinks. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, plus le catalogue est grand, plus on peut avoir une meilleure captation du trafic envoyé par Google. Ça, c'est évident. Il y a plus de pages d'atterrissage qu'on peut créer et qui répondent aux requêtes des internautes. Ensuite, la place occupée sur le marché a une influence sur les backlinks. Donc, une fois le site connu, une fois qu'il est installé, il a beaucoup plus de chances de récupérer des backlinks que les sites spécialisés. Alors, attention, il y a quand même un inconvénient général qu'on observe sur les marketplaces. Des e-commerçants qui sont mono-univers produits arrivent souvent à se tailler une place sur leur univers parce qu'ils sont capables de créer une essence d'achat qui est meilleure que celle que propose une marketplace généraliste. Donc, il y a une différence en termes de concurrence entre un site marchand spécialisé et une marketplace généraliste. Là, je dirais, à cause de la mauvaise optimisation de certaines marketplaces, on peut avoir des situations dans lesquelles le site marchand spécialisé passera devant. C'est moins vrai sur les marketplaces qui ne sont pas multi-univers, mais mono-univers et qui cherchent avant tout à augmenter la profondeur de leur gamme. Là, on peut avoir, malgré tout, un avantage intrinsèque qui restera plus fort pour la marketplace par rapport à un site marchand dont la profondeur de gamme est moins élevée. Il y a quand même donc un réel avantage. Ça, c'est la conclusion, mais il y a un mais, et c'est pour ça qu'on va voir après comment corriger les problèmes inhérents au marketplace pour le SEO. Il n'y a pas que des avantages. Il y a aussi des inconvénients qui proviennent de la nature des marketplaces de vente de produits. Donc, s'il n'y a pas d'optimisation spécifique, la place de marché ne saura pas exploiter cet avantage intrinsèque du statut de marketplace. On a donc des sites marchands qui peuvent arriver à se positionner mieux que les marketplaces qui diffusent leurs produits. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce n'est pas facile d'atteindre le niveau minimum de marché, de part de marché sur un vertical donné avec une marketplace. Donc, il y a beaucoup de candidats à ces parts de marché importantes, à cet effet de monopole sur un marché de biface, mais il y a souvent beaucoup de gens qui restent sur le carreau parce que dans le développement d'une marketplace, il peut y avoir un échec de recrutement des marchands, un échec dans la génération de trafic et un échec dans le développement des ventes. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner et que développer une place de marché, ça n'est pas une signature et qu'on peut donc tout à fait ne pas réussir son pari. Alors, par contre, ce qui apporte d'un point de vue expérience d'achat une marketplace immédiatement, c'est une meilleure profondeur de gamme, donc un plus grand nombre de produits vendus dans une gamme donnée, et une meilleure largeur d'offres, donc avoir plus de gamme et de catégories de produits, donc diffusés sur son site marchand. Alors, on verra tout à l'heure, lorsqu'on va aborder le problème du catalogue, que cette histoire de largeur de l'offre a une conséquence et que lorsqu'on est vraiment multi-univers, ça oblige à faire un travail donc important de siloisation. Alors, parlons maintenant de la problématique de l'arborescence du catalogue. Alors, avec une marketplace, on a tout de suite quelque chose qui change dans l'arborescence. C'est que dans la manière de limiter les pages sur un site marchand classique, eh bien, les catégories aboutissent à des feuilles qui sont les fiches produits.
Donc, le dernier niveau, ce sont des fiches produits. Mais dans une arborescence de type marketplace de vente de produits, il y a un niveau supplémentaire qui est le niveau offre. Alors, c'est quoi une offre? Eh bien, si un produit est vendu par plusieurs marchands, la marketplace doit permettre de mettre en panier des offres différentes, puisque les marchands vont proposer le même produit avec des options de livraison qui peuvent être différentes, et puis surtout à des prix différents. Donc là, c'est ce qu'on voit avec cet exemple qui est tiré de Mano Mano. Et donc, chaque offre produit aboutit derrière à quelque chose de différent au niveau de la mise en panier. Alors, comment gérer cela? Alors, est-ce qu'on crée une page par offre pour effectivement refléter cette différence? Eh bien, si vous faites ça, ça crée un niveau de profondeur supplémentaire, qui en soi n'est pas forcément un problème, mais là-dessus, derrière, on a plusieurs challenges qui se posent. Ces pages offres, elles se ressemblent toutes. Si vous proposez une page offre qui ressemble à une page produit, avec comme seule différence le prix, le mode de livraison et le nom du marchand, ça crée un problème de near duplicate. Bon, donc ça, c'est clair et net. Ça crée évidemment de la profondeur, puisqu'on a créé un niveau en plus. Et en plus, ça veut dire que ça multiplie également les pages produits. Or, là, ce qu'on a comme phénomène classique là-dessus, c'est que plus l'arborescence présente de la profondeur, plus c'est difficile d'obtenir que les pages de niveau profond soient crawlées et indexées. Et je dirais même en plus que ces pages soient actives. Donc là, c'est un phénomène qu'on observe sur tous les sites marchands. Donc là, c'est tiré d'une analyse de log et crawl sur Botify. Là, on voit bien l'impact qu'a sur le nombre de pages crawlées par Google, cette histoire de profondeur. Donc, voilà. Donc, au bout d'un moment, là, en profondeur 6, la majorité des pages ne sont carrément plus crawlées par Google. Et là, si on devait mesurer l'activité des pages sur le trafic généré, on serait sur donc un nombre de pages actives générant donc du trafic extrêmement réduit en profondeur 6. Alors surtout, le problème majeur, c'est la dilution du PageRank. Donc, plus on a de pages à un niveau donné de profondeur, plus le PageRank interne doit être réparti entre ces différentes pages, et moins les pages ont de chances de se positionner. Donc là-dessus, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éviter de reproduire. C'est en fait le problème majeur, cette histoire de dilution du PageRank, avant même le problème de near duplicate, qui, dans la pratique, est gênant. Ça crée un signal de qualité qui n'est pas terrible, mais ce n'est pas véritablement bloquant. Ce problème de dilution du PageRank, il est réellement majeur, parce que ça peut condamner les chances de votre site de se positionner sur les requêtes qui appellent les pages de listing les plus profondes et les pages produits. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Alors, il y a une première solution qui est adoptable lorsque, en réalité, la situation d'avoir un produit vendu par plusieurs marchands ne se présente pas. Ce qui arrive dans pas mal de marketplaces. Dans ce cas, ce n'est pas grave. Les pages produits contiennent l'information sur le marchand qui le vend, mais on a une seule offre, en réalité, à chaque fois. Et donc, on peut avoir une arborescence marchande classique. Là, c'est facile. Il n'y a pas de problème. Par contre, si vous adoptez ce genre de structure et que vous mettez dans le même niveau les différentes offres sans chercher à les regrouper par code NEN, par GTIN, par code ISBN, si vous n'avez pas de niveau offre et pas de regroupement d'offres, eh bien là, vous allez aboutir à une mauvaise expérience d'achat, une dilution du PageRank entre différentes pages produits, une situation de near duplicate en pagaille dans l'ensemble de vos pages, bref, rien ne va. Donc là, c'est vraiment cette solution-là une très très mauvaise idée. Donc, si vous avez des produits qui sont vendus par plusieurs marchands, il ne faut pas proposer dans le catalogue les différentes offres au même niveau, il faut les regrouper. Donc, solution 1 pour les regrouper, c'est de définir une offre de référence. Donc, ça veut dire qu'en réalité, vous prenez une information produit qui vous est fournie par le marchand,
c'est celle-là qui est privilégiée pour arriver à fabriquer la page qui va être utilisée comme page produit. Et toutes les autres variantes qui sont proposées par d'autres marchands, en fait, ne seront pas crawlables et indexables. Donc là, c'est ce qui se passe, par exemple, sur donc, cette page d'Amazon, qui vend une perceuse Bosch, sur lequel, eh bien, donc j'ai une offre qui est mise en avant par Amazon, et ensuite, si je clique sur la liste des marchands qui proposent d'autres offres, eh bien, en JavaScript, j'ai un overlay qui va s'afficher et qui va me proposer les autres offres. Donc, en fait, il s'avère que ces nouvelles offres sont des contenus qui ne sont pas, en réalité, crawlables et indexables par Google dans le cas d'Amazon. Donc là, c'est ça la solution la plus classique que l'on adopte pour ne pas déclencher de problème de SEO avec le niveau offre. Alors par contre, le niveau supplémentaire existe bien pour l'utilisateur, hein, qui voit bien les informations sur les autres offres des marchands. Alors c'est une solution qui est fréquente dans les sites marchands mixtes, qui sont à la fois marketplace et qui vendent leur propre produit. Dans ce cas-là, évidemment, l'offre de référence, lorsque leur produit est vendu et par eux et par d'autres marchands, eh bien c'est leur produit. Alors, sur les marketplaces Switch, on a donc aussi potentiellement des pages de regroupement d'offres. Donc là, c'est différent. Vous avez cet exemple-là qui vient de Rakuten. Voilà, donc là, il y a des informations qui viennent des marchands sur le produit, qui sont regroupées. Et ensuite, on a les différentes offres sur la même page. Ça fonctionne aussi. C'est une solution qui est plus adaptée au marketplace Switch. Alors, l'autre solution, qui est un petit peu plus complexe, c'est de créer des véritables pages offres. Alors, parfois, c'est imposé pour des raisons techniques par certaines plateformes qui vous contraignent à avoir une vraie fiche produit et ensuite d'avoir des offres qui sont rattachées à cette page produit. Alors là, ça demande un traitement un peu différent. Si les pages offres sont très différentes, dans ce cas-là, on peut se permettre éventuellement de les laisser découvrirables, crawlables et indexables. C'est quelque chose qu'on a plutôt sur les marketplaces de vente de services que sur les marketplaces de vente de produits. Cette situation dans laquelle les offres sont assez différentes. Mais si les pages offres sont proches entre elles, on a un problème de near duplicate, on a une cannibalisation entre les pages offres, la page produit et de la dilution du PA entre ces pages. Donc là, il faut traiter le problème. Et donc, en clair, ce qu'on peut faire, c'est soit canonicaliser les pages off, mais ce n'est pas la solution la plus efficace. Même chose pour donc, la solution avec des no-index, no-follow. On fait en général, c'est qu'on crée un système qui évite en fait que ces pages-là soient crawlables, indexables et même découvrables. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise par exemple des syntaxes Ajax, comme celle-ci, qui permet de faire afficher le contenu par ce lien qui est décrypté en JavaScript. Ensuite, donc, les pages en question, par sécurité, on rajoute en plus un no-index dessus. Donc, si jamais quelqu'un arrive à trouver la syntaxe brute, par exemple, qui est crawlable, eh bien, elle ne sera pas indexée. Et pour empêcher que la syntaxe brute soit crawlée, on rajoute une règle en plus dans robots.txt. La syntaxe brute, ça serait par exemple de remplacer le dièse par un point d'interrogation qui est l'URL qui va être comprise par la plateforme e-commerce dans ces cas. Voilà, donc c'est comme ça qu'on règle ce problème dans la solution 2. On empêche en fait les bots des moteurs de recherche de découvrir le niveau offre. Donc les pages offres ont rarement un objectif SEO très évident, ce qui n'est pas le cas des pages produits, qui sont moins prioritaires que les pages de listing produits en général pour le SEO, mais qui ont quand même la possibilité de répondre à des requêtes sur des références produits. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'intérêt de Marketplace pour arriver à élargir
donc les gammes, d'avoir une offre plus large. Par contre, si on est sur une plateforme multi-univers, on va avoir un problème, c'est que par le biais des gammes de navigation, on va avoir par exemple la page jouer, donc jeux et jouer, qui va contenir des liens vers la page high-tech en pagaille. Et donc, ça va nuire à la compréhension par le moteur de la thématique des pages de la rubrique jeux et jouer. Donc là, ce qu'on fait en général pour éliminer ça, c'est un travail de siloisation dans lequel on empêche donc le moteur de recherche d'avoir accès à tous les liens du média menu, uniquement les premiers niveaux du média menu, niveau 1, niveau 2. Et ensuite, on se débrouille pour que la majorité des liens sur la rubrique jeux jouer pointent vers des pages de la même rubrique, du même univers. Et donc ça permet d'éliminer ce problème. Donc ça, c'est un problème qui se pose assez peu sur des sites marchands classiques qui sont mono-univers. Dans ce cas-là, on peut considérer que le problème de cette siloisation n'est pas crucial. Sur le marketplace, c'est fréquent qu'on ait besoin de faire ce travail. Alors, autre aspect important, eh bien, dans le marketplace, le cycle de vie des pages est plus exigeant parce que eh bien, le catalogue change rapidement. À chaque fois qu'un marchand rentre ou qu'un marchand sort, c'est des dizaines, des centaines, des milliers de produits qui peuvent quitter votre catalogue. Ça peut vider certaines catégories ou pages de listing produits de leur contenu. Et ça crée un phénomène de vide-rayonnage qui fait que un jour, vous pouvez avoir du contenu, le lendemain, vous n'en avez pas. Et il faut se méfier des phénomènes induits. Donc, en sachant qu'il y a par-dessus ça la rapidité d'évolution des stocks qui vont éventuellement aggraver ce phénomène de changement rapide du catalogue. Alors, un catalogue qui bouge beaucoup, pour information, ne sera jamais correctement crawlé et indexé par Google. Donc, il faut traiter le problème en faisant déjà en sorte que tous les nouveaux produits soient facilement découverts par Google. Alors, on peut utiliser évidemment un sitemap XML, c'est recommandé, mais ça ne marche pas toujours. Google a tendance à souvent ne pas trop tenir compte de ce qu'on met dans les sitemaps XML. Mais surtout, c'est intéressant de pouvoir placer les liens vers une nouvelle page sur des pages fortement crawlées. Donc, par exemple, sur une page de lien qui sera linkée depuis la home, donc à une profondeur de 1. Donc ça, c'est pour les pages qui apparaissent. Pour les pages qui disparaissent, il y a quelque chose qui est très, très négatif en termes de qualité, c'est les pages qui présentent 0 résultat. Les pages listing avec 0 résultat, ce sont des doublons parfaits comparés avec d'autres pages listing qui contiennent aussi 0 résultat. Et Google souvent considère que ces pages auraient à répondre qu'à 104. On a un problème identique avec les pages listing qui présentent un résultat, même si c'est un peu différent. Donc là, dans ce cas-là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est essayer de stabiliser les contenus du catalogue en gardant les pages listing produits en vie suffisamment longtemps pour être crawlées et indexées, et que leurs indicateurs puissent évoluer correctement dans le temps. Il faut éviter le phénomène de vide-rayonnage. Alors, comment est-ce qu'on traite en particulier les pages avec 0 résultat? Eh bien, ces pages, elles doivent être découvrables, crawlables et indexables. Donc, ça veut dire que dès que la page envoie 0 résultat, eh bien, on la sort de l'arborescence, elle doit plus être linkée depuis d'autres pages, et elles doivent répondre ces pages, soit code 404, il faut y aller carrément, ou être au moins dotées d'un attribut non index. Alors, l'idéal, c'est éventuellement de savoir faire une redirection vers une page équivalente, si on sait trouver cette page équivalente. Alors, par contre, si la situation est temporaire, on a dit tout à l'heure qu'il faut essayer de stabiliser le catalogue. C'est le cas où le marchand va être bientôt remplacé par un autre, s'il y a un problème technique, s'il y a un problème de stock, mais il va y avoir un réapprovisionnement. Donc, un jour, on peut avoir une page listing qui va être vide, et le lendemain, il y aura à nouveau des produits. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on gère une période de rédemption de quelques jours, jusqu'à 3 semaines maximum, classiquement, pendant lequel on maintient en ligne une page qui répond 200, mais qui contient des résultats qui ont été donc appelés par une requête sur la catégorie
qui correspondait à la page en question. Et à l'issue de la page de rédemption, si la page listing contient à nouveau des produits, on revient vers une page normale. Et sinon, eh bien, c'est fini, on renvoie 404. Ou encore une fois, une résolution 301 vers une page équivalente, à partir du moment où on sait faire pointer cette ancienne page vers une page équivalente. Alors, quand on a ce genre de phénomène, je rappelle une chose, hein, c'est qu'il faut éviter les redirections vers la home ou une rubrique parente de manière massive, parce que quand c'est massif, ça crée ce qu'on appelle les soft 404. Donc Google considère que ces comportements montrent qu'ils devraient tomber sur une page 404, mais que le webmaster propose autre chose. Et dans ce cas-là, il flag en fait, ces pages comme étant en réalité des 404. C'est ce qu'on appelle les softs. Et ça remonte dans la Search Console. Alors, si vous voulez savoir à quoi ressemblent ces pages donc nos results, là vous avez quelques exemples. Voilà, on propose des catégories associées, des produits relatifs à l'ancienne requête. On peut faire des choses assez sophistiquées. Donc, c'est très bon pour l'expérience utilisateur et ça permet de garder des pages pendant un certain temps dans leur état crawlable et indexable, et d'avoir un catalogue qui bouge moins dans le temps. Alors, pour les pages qui ne présentent qu'un seul résultat, alors là, c'est un cas particulier, puisqu'une page qui contient un seul résultat, elle est quelque part un doublon de la page produit. On a comme information sur cette page un seul produit, et donc il y a un phénomène de cannibalisation avec les pages produits. Par contre, en général, ce qu'on préfère, c'est que le template des pages listing soit la page d'atterrissage pour le SEO, donc la page produit. Mais en réalité, une page qui ne présente qu'un seul résultat a tendance à moins convertir une page détail produit. Donc là, l'histoire de la page listing qui est préférable à la page produit, ça marche moins bien quand il n'y a plus qu'un seul produit. Alors, il y a un cas particulier dans lequel ça marche quand même, c'est lorsque, en fait, sur les pages listing produits, vous affichez avec un overlay, par exemple, une mini-fiche produit qui permet la mise en panier. Dans ce cas-là, ça reste quelque chose d'intéressant. Donc là, de la même façon, pour éviter l'effet déceptif pour l'utilisateur, on complète la page avec des produits associés. Dès que le nombre d'items sur la page listing tombe en dessous des limites basses, donc là, la limite basse, ça dépend de catégories, ça peut être entre 1 et 5 produits. Alors là, je rappelle que lorsque les produits sont rares dans une catégorie donnée, n'avoir plus qu'un seul produit à proposer, ça peut sembler être tout à fait pertinent. Par contre, lorsqu'on s'attend à trouver 10 produits, vos concurrents proposent 10 produits et vous n'en avez plus qu'un, donc là, cette fois-ci, effectivement, vous risquez d'avoir des utilisateurs, des consommateurs, des clients qui vont bouncer, qui vont rebondir sur cette page pour aller voir ailleurs parce qu'ils disent « là, je n'ai pas assez d'offres ». Et c'est encore plus embêtant si vous êtes une marketplace. Alors, attention, par contre, à partir du moment où vous faites ça pour l'utilisateur. Hein, donc, ce n'est pas pour le SEO. Donc, lorsque vous créez des pages qui font apparaître des produits relatifs, des produits associés, eh bien, il faut penser au fait que ça va vous créer également des phénomènes de quasi-doublons. Donc, ces informations supplémentaires, elles vont être chargées avec une méthode qui ne va pas permettre à Googlebot de les crawler et de les indexer, par exemple, de les charger en Ajax. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui s'amuse différemment si c'est une situation temporaire ou permanente. Si de manière permanente, vous avez des pages qui ne contiennent qu'un seul, des pages listing qui ne contiennent qu'un seul produit, eh bien, il faut revoir l'arborescence au bout d'un moment. Alors, autre sujet sur les marketplaces, le problème des attributs. Alors là, c'est un paradoxe des marketplaces, hein, un problème qui est compliqué à résoudre. Normalement, une marketplace permet d'augmenter la profondeur du catalogue et de l'étendre. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de produits dans une marketplace que dans un site marchand normal. Donc, plus on est capable de filtrer un catalogue produit avec des facettes, donc avec des filtres sur la couleur, le prix, les matières, la marque, les dimensions,
meilleure sera l'expérience d'achat. Donc ça, c'est évidemment la théorie. Donc, il faut disposer sur le marketplace de plus de possibilités de filtrage. Mais sauf que pour faire une marketplace, on intègre des catalogues de différents marchands. Et ce qu'on arrive à intégrer via les flux qui sont envoyés par les marchands, c'est un plus grand commun dénominateur entre les attributs disponibles chez les différents marchands. En clair, on perd des attributs, on perd de l'information structurée. Et donc, si vous ne faites rien contre ça, une marketplace disposera paradoxalement de moins de filtres qu'un site marchand classique pour fouiller dans un catalogue qui, pourtant, est plus grand et nécessite d'avoir accès à plus d'attributs. Alors, pourquoi cette histoire d'attributs est importante? Eh bien, parce que vous avez besoin de pages filtrées par attributs pour créer de bonnes pages d'atterrissage pour le SEO. Si vous avez une requête qui contient en fait des valeurs de filtres, comme là par exemple réfrigérateur sous plan hauteur 89 cm, donc là on tape dans les filtres donc de Cdiscount par exemple, et bien comme Cdiscount est capable de filtrer sa catégorie de réfrigérateur sur ces facettes-là, et bien il est capable de proposer donc des réponses sur le filtre hauteur 82 cm. Alors, il n'y a pas marqué sous plan pour information, donc là, il en manque un. Mais ça permet d'avoir du coup des pages qui sont beaucoup plus efficaces également pour le SEO. C'est mieux pour le X et c'est mieux pour le SEO. Alors, cette histoire d'attributs manquants, elle a été souvent catastrophique dans le passé. Donc, les marketplaces passaient beaucoup de temps à éduquer leurs propres marchands pour obtenir qu'ils envoient des flux les plus complets possibles. Mais heureusement, avec Google Shopping qui a imposé des règles du jeu en mode un petit peu dictatorial, on a eu déjà une standardisation des catégorisations, des obligations de fourniture de codes de regroupement, donc CEN, ISBN et des codes de PIN, et puis des listes d'attributs à minima. Mais il n'empêche que c'est encore un gros souci. Donc, on a encore, dans certains cas, des problèmes avec les attributs, c'est notamment des problèmes de qualité des flux marchands. Donc, toujours un souci général des marketplaces, dans lequel on peut assister déjà du spam, donc des gens qui font exprès de créer des faux EN, par exemple, pour que leur offre apparaisse dans multiples endroits donc, dans le catalogue de la marketplace. Après, ça peut être des problèmes de mauvaise catégorisation ou d'attributs qui sont présents mais pas renseignés. Et donc, tout ça, évidemment, ça nuit à l'expérience d'achat et au potentiel du site d'un point de vue SEO, puisqu'on ne peut plus derrière travailler efficacement sur la création de pages d'atterrissage pertinentes. Alors, je vous rappelle quand même que c'est intéressant de pouvoir créer des pages filtrées pour fabriquer des pages d'atterrissage pour le SEO. Mais n'oubliez pas que la plus mauvaise pratique qui soit pour un site marchand, c'est de laisser s'indexer toutes les facettes, donc toutes les pages qu'on peut créer avec les facettes. Là, vous allez avoir un phénomène de dilution de PageRank qui va être colossal. Donc là, vous avez encore une analyse faite avec Spotify qui vous montre que souvent, ces pages faites avec des facettes, lorsqu'elles sont extrêmement nombreuses comme ici, donc eh bien, elles sont très peu crawlées et indexées par Google, tout simplement parce qu'elles n'ont plus de PageRank, tellement le PageRank a été divisé entre les milliers, les millions de pages que l'on peut créer avec toutes les combinaisons de filtres. Donc là, la recommandation, c'est toujours de bloquer le crawl et l'indexation des pages filtrées en règle générale. Donc ça, c'est la règle. Et on peut faire des exceptions sur certaines pages qui répondent à des requêtes d'internautes pour arriver à fabriquer des pages utiles pour le SEO. La règle, c'est de les bloquer. L'exception, c'est de créer une minorité de pages à partir des filtres et qui vont compléter le catalogue pour avoir la liste de pages d'atterrissage la plus pertinente pour les besoins SEO. Alors, pour finir sur ces histoires de catalogue, on va citer le cas particulier des pages marchands, qui sont des pages importantes, évidemment, puisque c'est une marketplace, donc on arrive à parler des marchands,
mais où est-ce qu'on les place dans l'arborescence? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, il y a des cas un petit peu différents, donc on a affaire donc à des marchands qui sont transcatégories, donc qui proposent des produits dans plusieurs catégories, ou qui sont spécialisés dans une catégorie donnée. Alors, ces pages, elles sont liées depuis les offres produits, tout simplement. Et on peut éventuellement donc avoir également, depuis la page marchand, des liens vers les offres produits. Donc ça, ça crée des pages qui ressemblent à ça. Par exemple, sur cette distance, ce sont des mini-boutiques marchands. Alors, est-ce qu'on se débrouille pour linker ces pages marchands depuis la page d'accueil? Donc, alors, en règle générale, non, car ces pages n'ont pas souvent d'objectif SEO. Par contre, c'est parfois une bonne idée de réduire la profondeur des pages marchands si vous souhaitez qu'elles soient crawlées indexées. Bon, de là, linker depuis la home, c'est peut-être excessif et en général, les marketplaces ne font pas ça. Alors attention, si vous avez des logiques de mini-boutiques par marchand comme ça, il faut éviter de créer des doublons de pages entre les pages listing filtrées par marchand et donc les pages listing de la catégorie non filtrée par marchand. On a souvent des pages qui se ressemblent beaucoup trop et donc là, ça fait partie des points sur lesquels il faut traiter en fait dans l'arborescence. Voilà, alors conclusion, on a vu qu'il y a un vrai intérêt de développer une offre de marketplace pour des raisons de modèle économique, pour des raisons de prise de part de marché, mais aussi parce que ça représente un réel avantage en matière de SEO. Par contre, cet avantage intrinsèque, eh bien, vous ne l'obtiendrez pas si vous ne faites pas un gros travail d'optimisation pour pouvoir profiter de cet avantage. Et là-dessus, ça veut dire qu'il faut optimiser l'arborescence en tenant compte du niveau offre et des contraintes supplémentaires que représente cette marketplace. Donc, pensez donc à la fidelisation. Le cycle de vie des pages est différent. Donc, on a un cycle de vie qui est beaucoup plus court et ça crée donc des contraintes donc différentes d'un site marchand classique dans lequel les catalogues sont souvent assez stables. Là, on a une véritable instabilité de la présence de produits dans certaines catégories. Et donc, n'oubliez pas l'aspect filtre et attribut qui représente un véritable défi qu'il faut relever pour améliorer à la fois l'expérience d'achat et le SEO. Donc là, ça veut dire que, je pense que la plupart des gens qui ici pilotent des marketplaces le savent, il faut faire extrêmement attention à la qualité des informations fournies par vos marchands et généralement, c'est un souci de tous les jours pour les gens qui gèrent des marketplaces. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, on va répondre aux questions qui ont été posées par les personnes qui sont sur Zoom pour commencer. Alors, on me demande si les pages marchands doivent être crawlables pour éviter, non crawlables, pardon, pour éviter le risque de duplicate. Alors, non, les pages marchands qui ne présentent que les informations sur les marchands, avec par exemple quelques avis sur le marchand, des notes, des informations pratiques sur la logistique qu'il y a derrière, etc. Ces pages sont uniques. Donc, ce type de pages marchands, on n'a pas besoin de les rendre non crawlables ou de mettre un non-index dessus. C'est dans le cas où on crée une mini-boutique à partir de cette page marchand, c'est-à-dire qu'on crée une page filtrée par marchand, où là, on peut avoir effectivement, dans certains cas, des doublons. Donc, ça n'arrive pas systématiquement, mais il faut penser à vérifier ce problème. Ça dépend de la profondeur de la gamme, de la catégorie dans laquelle on est. Parfois, on va être obligé effectivement de sortir ces pages mini-boutiques de l'arborescence, et dans d'autres cas, on peut les laisser puisque ça représente des pages d'atterrissage différentes. Mais oui, souvent, la mini-boutique n'est pas crawlable, alors que la page marchande peut l'être. Après, on me demande, est-ce que effectivement la qualité des données, des informations produits
sont clés dans les marketplaces, ça c'est clair. Donc, c'est toute la difficulté. Lorsqu'on a, on a parlé tout à l'heure de la solution 1, dans laquelle on crée une page de référence, à partir des informations qui sont fournies par un marchand, on s'aperçoit parfois que aucune fiche produit envoyée par les marchands dans leur flux n'est tout à fait complète et tout à fait parfaite. Ça, c'est une difficulté. Et en ce qui concerne donc l'information sur les caractéristiques produits, etc., ben, parfois on s'aperçoit qu'il y a effectivement des problèmes. Donc oui, la qualité des données donc, sur les offres est absolument clé dans les marketplaces. Et donc, bah, quand on prend des plateformes comme Iceberg et Miracle, vous avez une partie des fonctionnalités qui permettent justement de gérer ces problématiques-là. Alors, donc, on me demande après quel processus mettre en œuvre pour restructurer une arborescence commerçante défaillante. Faut-il tout analyser en détail ou bien appliquer des règles spécifiques généralistes et corriger les problèmes qui en découlent? Bah ça, c'est simple, ça dépend de la taille du site. Si votre site est une grosse marketplace avec des millions de produits, c'est clair que ça ne sera pas une analyse en détail qui réglera le problème. On aura des règles de gestion qui vont améliorer les choses d'un point de vue systématique sur l'ensemble du catalogue. Là, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que des sites marchands spécialisés, par moment, peuvent être plus efficaces, plus optimisés que des grandes plateformes généralistes. Là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que certaines catégories, certains univers d'Amazon, par exemple, donc, présentent une expérience utilisateur qui est pratiquement la même que l'univers qui vend des appareils photo ou qui vend donc, des livres et des disques. L'interface n'est pas forcément très différente. Et donc, ça peut poser un problème. Donc, sur les grosses plateformes généralistes, eh bien, on a des règles de gestion qui sont universelles, et des différences qui sont assez minimes entre les différents univers en termes de template, en termes de fonctionnement. Et alors que sur un site marchand, on peut rentrer beaucoup plus souvent dans l'optimisation pour un type de vente particulier. Donc voilà, ça c'est la taille du site qui dicte ça. Et sur une marketplace sur laquelle il y a une million de pages, en général, on utilise une approche par règle de gestion générale. Donc, alors là, par contre, je vais avoir besoin qu'on me donne une information complémentaire. On me demande, est-ce que c'est pour avoir le plus grand nombre de définitions communes, est-ce que ça nécessite un travail d'analyse segmenté? Et ça, il faut me donner un petit peu plus d'informations pour que je comprenne la question. Alors, enfin, on me demande comment est-ce qu'on gère les données structurées produits sur les pages offres. Alors, justement, dans la solution 1, il y a une offre qui est en fait devenue la page produit. C'est là-dessus qu'on a les données structurées produits. Dans la solution 2, on a un niveau produit, et c'est sur le niveau produit qu'on met donc, les données structurées produits. Et donc, il y a des données structurées qui sont donc, adaptées pour le niveau offre. Donc, voilà. Il faut toujours utiliser la bonne, le bon set, le bon jeu de données structurées pour chaque niveau. Hein. Donc, ça, c'est important. Ah, après, on me pose une question qui revient souvent. Quid du copywriting de la fiche produit sur les marketplaces? Est-ce que le vendeur a intérêt à mettre un bon contenu qui va être utilisé par d'autres vendeurs? En fait, bon, donc là, ça répond à une question classique sur est-ce que je dois, dans mon flux, fournir des données différentes de celui que j'ai sur mon propre site. Donc ça, il y a beaucoup de marchands qui s'ingénient à faire ça, c'est-à-dire envoyer sur les marketplaces des fiches produits qui sont différentes, juste pour que leur page ait plus de chances de sortir lorsqu'ils ont leur propre site marchand. Ça, c'est pas forcément très efficace.
On peut optimiser, par exemple, ces contenus pour des marketplaces comme Amazon, hein, ça fait partie justement du SEO sur les places de marché. Mais donc, il n'y a pas vraiment de problème de duplicate content entre différentes offres, d'accord? Ça, il faut le comprendre. Si vous copiez des pages éditoriales et qu'elles sont reprises sur d'autres sites, là, vous avez un problème de duplicate content important. Mais s'agissant de différentes offres produits avec différents prix, en fait, Google, lorsque la requête dénote une intention de recherche de type achat, la personne veut acheter le produit, eh bien, elle a intérêt à utiliser une approche très simple. En fait, donc Google indexe différentes offres, même si les caractéristiques produits, les contenus, les descriptifs, etc. sont très très similaires. Ça, je peux si j'avais un petit peu le temps, vous montrer plein d'exemples où dans les pages de résultats, on voit qu'en réalité, il n'y a aucune déduplication entre les offres produits et qu'il n'y a aucun impact de ce type de duplication. Donc, ne confondez pas la problématique de la duplication entre textes et de la duplication entre offres. Alors après, on me demande si je recommande de créer des landing pages par marque vendue et est-ce qu'elles doivent avoir une place dans l'arborescence du site. Alors, les pages marques, c'est des pages qui existent aussi bien dans les marketplaces que dans le site marchand classique, normalement. Et on a effectivement intérêt à les créer. C'est des pages filtrées par marque qui correspondent à des pages qui sont des bonnes pages d'atterrissage pour certains types de requêtes. Alors attention à ne pas créer des pages marques trop génériques de ce point de vue-là, puisque en fait, il faut que la page marque réponde à une requête qui est cohérente avec le fait que la recherche s'effectue par rapport à votre site et par rapport au type de produit que vous vendez. Donc là, ça veut dire que on ne ferait pas des pages marques qui vont parler génériquement de la page d'Adidas. Dans ce cas-là, vous rentrez en concurrence avec le site Adidas. Là, il faut l'optimiser de manière légèrement différente pour répondre à des requêtes qui contiennent par exemple le nom de votre site ou qui parlent spécifiquement des gammes que vous diffusez sur votre site. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter les erreurs de mauvaise catégorisation de produits? Bon, alors ça, c'est tout dépend à quel niveau l'erreur a été commise. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens passent par des outils comme Lengo, par exemple, qui permettent d'avoir des catégorisations de produits qui sont pré-mâchées. Par contre, c'est tout à fait possible que le marchand ait au départ choisi la mauvaise catégorie de Lengo également, et ça vous ne permettra pas d'avoir le bon mapping avec votre propre arborescence. Et ça, c'est embêtant. Eh bien, il n'y a pas de solution miracle. Donc, là, sur des gros sites e-commerce, ces derniers temps, ben, on fait ça à grands coups de machine learning semi-supervisé pour arriver à recatégoriser correctement les produits. Donc là, il n'y a pas de souci. Et vous avez certains outils qui aujourd'hui détectent ces problèmes de catégorisation de la même façon, mais dès la création du flux. Donc là, on vous dit clairement, je pense que ce produit n'est pas dans la bonne catégorie. Veuillez vérifier votre catégorisation. Mais c'est effectivement poisonnant. Si vous ne faites rien, il n'y a rien qui empêche d'intégrer depuis un flux des produits qui sont mal catégorisés et qui vont rentrer dans des zones de votre site où ces produits vont vraiment faire bizarre, faire tâche. Et ça fait partie des problématiques de spam également. C'est-à-dire que vous avez des marchands qui vont le faire exprès, qui vont se dire ce produit va être le seul à s'afficher dans cette catégorie voisine
et peut-être que je vais faire plus de ventes que si je me voyais au milieu de mes concurrents. Il y a des gens qui font ça. Donc ça, évidemment, ça se détecte et ça se sanctionne par la suite. Voilà, donc c'était la dernière question pour aujourd'hui. Alors, je vous remercie pour votre attention et votre participation.